Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que l'ennemi de l'Europe, finalement, c'est l'Europe elle-même? Parce que quelque part, l'Europe telle qu'elle s'est construite au départ, il devait y avoir quand même une équité entre les pays. Non seulement du point de vue des souverainetés, puisque les souverainetés sont dans un multilevel, c'est-à-dire elles sont toutes égales, et il n'y a pas de souveraineté qui prédomine sur une autre, sauf par les alliances, ça, on le sait. Hein, on avait compris le couple franco-allemand qui est en train de se faire, entre guillemets, déstabiliser par d'autres formations au sein de l'Europe qui les mettent un peu en péril dans les alliances. Donc on a bien compris qu'il y a d'autres mouvements dans l'Europe, mais les Anglais n'ont pas joué le jeu. Parce que le problème des Anglais est quand même important. Ils participent à tout, ils n'ont pas la monnaie. D'une certaine façon, il devait y avoir une règle d'or qui aurait fait qu'ils auraient pu éventuellement participer aux réunions, mais sans pouvoir voter. Donc d'une certaine manière, ça aurait été une façon de leur dire, vous prenez l'Europe, mais prenez tout ou sortez. Oui, c'est certain. Et alors, cette problématique de la combinatoire de l'Europe, parce que c'est peut-être pas une réussite l'Europe. C'est pas forcément une réussite, d'autant que, comme tu le disais tout à l'heure, les contours sont flous. Aujourd'hui, indéniablement, la Russie semble être à l'extérieur de l'Europe, mais d'une certaine manière, il y a une Russie européenne. Et vous savez que l'épicentre de la Russie, même si c'est un vaste continent qui va jusqu'à l'Asie, à l'Extrême-Orient, l'axe central de la Russie, c'est quand même un axe européen, enfin, si on peut dire, en tout cas géographiquement européen, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, et que quelque part, les autres espaces de la Russie sont un peu périphériques. Et donc, quelque part, effectivement, se pose la question de la définition de l'Europe. L'Europe en soi n'est pas une entité finie, n'est pas une entité géographiquement limitée, hein, puisqu'on a parlé effectivement de la Turquie, et pourquoi pas le Maroc à un moment donné, et que quelque part, ces contours sont des contours flous qui nous amènent à réfléchir à cette idée qui, quelque part, motive principalement, ou en tout cas fédère la majorité de ceux qui vivent en Europe, c'est-à-dire la possibilité de vivre pacifiquement, autour de valeurs à peu près communes, même si on voit bien que pour créer cette unité, c'est très compliqué, entre voilà, une Roumanie, une Bulgarie, une Croatie, et en même temps une Allemagne et une France, où les choses ne vont pas de pair. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, nous amène, lorsqu'on réfléchit sur l'image qu'avait l'Europe, ou en tout cas la manière dont l'Europe a fonctionné dans les années 20 et 30, on a là aujourd'hui des clés d'explication sur les problèmes qui peuvent nous animer aujourd'hui autour de ce continent toujours en devenir. Et pourquoi pas poser au moins une constitution, parce que l'Europe finalement c'est une association de pays, avec on ne sait pas si c'est... Oui, j'ai pas osé le dire, mais parce que là je ne suis pas encore sur l'Europe des banques. Déjà je pense aux souverainetés. Il faut donc penser... C'est ça la question. On y reviendra après. Ah oui, d'accord. La situation du continent en elle-même, c'est l'idée que le continent européen, si ça doit être un continent façon de parler, c'est quand même un lieu où on veut poser des souverainetés communes, mais il aurait peut-être fallu envisager un pouvoir normatif ou une souveraineté, même si elle était fictive par le biais d'une constitution, comme l'État est une idée en gros, donc une idée d'une structure d'en haut, pour pouvoir en réalité réorganiser la problématique générale. Soit fédérée, et à ce moment-là l'Europe était une fédération de nations, soit plus traditionnaliste. Je pense qu'il y a touché à un point qui est central, c'est évidemment la souveraineté, le caractère rassembleur d'une entité qui devrait, je dis devrait parce que ce n'est pas vraiment le cas, qui devrait animer un sentiment qui serait national. C'est vrai qu'aujourd'hui, se sentir européen, ça reste un peu flou, ça reste même un peu limité. Comme on a essayé de bâtir cette idée d'une paix commune dans les années 20 et dans les années 30, aujourd'hui il semble qu'on en est toujours au niveau national, et c'est vraiment là le nœud du problème, cette question de l'identité nationale, cette question du fait que malgré une construction européenne qui malgré tout fait son chemin, attention, qui malgré tout avance, qui malgré tout progresse d'une certaine manière vers un certain nombre de dispositifs qui parfois sont un peu limités, un peu limitatifs, un peu bloqués parfois, mais en tout cas, disons qu'on ne peut pas nier que depuis les années 50, depuis le lancement du processus d'après-guerre, traité de Rome en 1957, etc., il y a une évolution, c'est indéniable. Mais, évidemment, on n'a pas passé le cap, si vous voulez, de l'idée que l'on puisse désormais se fondre dans quelque chose qui serait une entité souveraine générale. Et du coup, on est encore un peu dans des problématiques qui animaient la société française en 1930-1935, c'est-à-dire une sorte de nationalisme qui fait que, évidemment, la France à cette époque-là réfléchissait beaucoup face à ses voisins européens, dont beaucoup se méfiaient face aux Anglais,
face aux Allemands, bien entendu, toujours une méfiance qui a perduré, peut-être à juste titre à ce moment-là, face aux Italiens, et je dirais qu'aujourd'hui, même si c'est sans doute moins aigu, hein, il y a vis-à-vis du voisin allemand, du voisin italien, vis-à-vis des autres pays européens, une sorte de limite qui fait que on reste et on veut rester dans les limites de la nation, dans les limites de ce qui est notre hexagone en quelque sorte, et que quelque part, et je dis ça pour la France, mais c'est aussi le cas pour les Anglais bien sûr et pour les voisins, parce qu'on ne veut pas perdre la souveraineté. Voilà, on veut pas, et ça c'est quelque chose qui quelque part montre que cette période actuelle est une période qui n'a pas encore donné la pleine mesure de ce qu'on pourrait être, et j'ai l'impression que oui, ces blocages, ils vont en s'aggravant par rapport à une période qui était peut-être moins ancrée dans des institutions, celles des années 60 et 70, avec des oppositions, mais finalement, la crise a beaucoup fait de mal à l'idée européenne, me semble-t-il, beaucoup fait de mal. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Donc si on parle de la souveraineté, s'il y avait eu, avec ici on mettrait Paris en bouteille, mais imaginons, s'il y avait eu une souveraineté européenne établie, peut-être qu'il y aurait plus de facilité pour chacun d'entre nous de nous reconnaître en quelque sorte européens. Parce que là aujourd'hui nous superposons deux citoyennetés, minimum. Hein. Si on est philosophe, on en a trois. Hein. Parce qu'on a la citoyenneté nationale, celle de mon pays, la deuxième, la citoyenneté européenne, dans laquelle beaucoup d'entre nous ne se retrouvent pas. Ils ont du mal, ils se cherchent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont contre l'Europe, hein, mais ils sont peut-être eurosceptiques, comme on dit. Donc maintenant, ils auront mis un peu ça en question. Et puis en philosophie, la troisième, c'est la citoyenneté du monde, hein, puisqu'on considère qu'il y a une sorte d'attachement avec une sorte de cosmopolitisme possible. Il y a quand même un embarras avec ça, parce que si on ne se reconnaît pas avec un pouvoir et une structure venant d'en haut, on ne peut pas se localiser par rapport à tout ça. Donc on a l'impression que toutes les rencontres qu'il y a, les sommets européens, etc., c'est beaucoup de discussions, beaucoup de débats, de choses comme ça, qui coûtent beaucoup d'argent finalement, parce que les gens sont là à compter combien d'interprètes, combien d'hôtels, combien de repas, combien de festivités, pour des débats qui ne semblent pas véritablement avancer, si ce n'est qu'on se rend compte qu'on est dans la surenchère de l'économique, on est dans les emprunts, on vit presque, j'ai envie de dire, comme les ménages, on dit surendettés, on a l'impression qu'on vit un peu à contre-courant vis-à-vis de la dette. Donc les gens ont l'impression que déjà un enfant qui est né aujourd'hui il porte la dette de pas mal d'argent et il ne pourra jamais la rembourser. Et puis du coup ça accentue ce phénomène de crise dont on parlait tout à l'heure. Oui. Je dirais qu'en tant qu'historien, puisqu'on dialogue, si on devrait à partir des outils de l'histoire réfléchir à l'Europe, je pense qu'on ne peut pas s'en limiter à la construction européenne qui est effective, celle des années 50, avec le plan Monnet, le traité de Rome, l'accession progressive de 6 à, je ne sais plus combien on est aujourd'hui, vous voyez, 27, voilà. Non, il faut remonter bien avant, hein, qui fait que déjà Victor Hugo a pensé l'Europe. Hein, et qu'il appelait aux États-Unis d'Europe. Hein, discours de 1848, au moment des journées révolutionnaires de 1848, il appelle à la constitution des États-Unis d'Europe dans un contexte où les États-Unis prospèrent et ont, d'une certaine manière, réussi ce passage des nations. Aujourd'hui, on pense à une nation américaine et plus tellement aux États qui, par ailleurs, gardent un certain nombre de prérogatives en termes de juridiction, mais la Californie, le Wisconsin, le New Jersey, bien sûr, ce sont des États, mais on peut penser que les États-Unis ont accompli cette démarche. Alors, évidemment, plus facilement peut-être parce que il s'est agi de s'implanter dans un terrain qui n'était pas complètement vierge, parce qu'il y a les natives, effectivement, mais que l'on a rapidement mis sous le joug et qu'on a construit une nation. Alors, évidemment, l'Europe a un passé très lointain qui montre que c'est beaucoup plus difficile en termes d'habitudes sociales, mais surtout culturelles, et souveraines et politiques, de créer cette osmose entre des monarchies encore très présentes, entre des habitudes telles que la France, qui sont jacobines, liées à la Révolution, et peut-être même à la monarchie. Tous ces passés, en quelque sorte, ont du mal à se fédérer, alors que les passés de l'Amérique du Nord, des États-Unis, était peut-être plus facile à concilier, ou en tout cas à mettre de côté pour créer un ensemble en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas réfléchir, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit dans l'opposition à l'Europe, eurosceptique ou pas, on ne peut pas ne pas prendre en compte le paradigme justement européen, puisque finalement, on peut analyser la Première Guerre mondiale non plus comme un choc de nations, mais finalement comme une sorte de guerre qui va mettre le continent européen, une sorte de guerre civile européenne. Comment est-ce que, lorsqu'on pense aux visions impérialistes que l'Europe a constamment subies, c'est la vision allemande, ça. Voilà, notamment Hitler, c'était une Europe
allemande. Et parmi un certain nombre de collaborateurs dans les années 30, quand ils voient la puissance allemande, ils se disent que finalement, une Europe sous la domination allemande serait finalement quelque chose qui permettrait de résoudre la crise. Et beaucoup sont partis dans cette idée d'une admiration pour l'Allemagne hitlérienne qui aurait fait d'une Europe pacifiée une Europe sous la domination d'un Hitler qui aurait quelque part structuré le continent européen en acceptant la domination hitlérienne. C'est une sorte de vision de l'Europe aussi, hein, que certains n'acceptaient pas. Ça me fait penser à quelque chose parce que bon, moi j'ai travaillé là sur Leibniz, et alors Leibniz, ce qui est intéressant, c'est quand même l'Allemagne et ses hauts alliés. Et lui par contre, il est tout jeune, il a 16 ans et demi, il descend à Paris pour rencontrer Louis XIV, c'est quand même quelque chose d'assez fou, pour lui proposer finalement un accord en lui disant n'attaquez pas les hauts alliés, c'est-à-dire l'Allemagne en gros, et il lui propose plutôt d'aller se tourner vers l'Égypte pour pouvoir faire une espèce de coalition européenne, etc. Et bien entendu, il est arrêté par les soldats du roi. Il n'a pas le temps de plaider le rapport qu'il voulait faire auprès de lui, mais il le lui fait remettre quand même. Et bon, on connaît l'histoire, hein, il choisit un autre choix, notre ami Louis XIV, mais n'empêche, c'était déjà une tentative pour l'Allemagne, mais ça aurait été inversé. C'est-à-dire, c'était plus une Allemagne qui était impériale, c'était carrément Louis XIV qui aurait soumis ou pensé une domination. On n'a pas loupé le coche, là? On a loupé le coche, sans doute. On peut considérer que oui. J'adore le 14, là. Non, mais attendez, il faut quand même dire que ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être autrement. Tu m'incites à faire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire contrefactuelle. Oui, ça me plaît, ça. L'Uchronie. Voilà, l'Uchronie. C'est-à-dire finalement, avec les outils de l'Uchronie, c'est une manière de stimuler l'intellect. Un historien aujourd'hui peut être en mesure de envisager, une histoire qui serait belle, mais qui n'est pas celle qu'il faut. Qui serait inventée en quelque sorte, et qui serait devenue ce qu'elle pourrait être devenue lorsqu'on laisse l'historien divaguer et exciter son imagination personnelle. Là, c'est génial, parce que pour la première fois, on dit au philosophe qu'il est dans l'imaginaire. On nous dit tout le temps qu'on est en train de démontrer, etc. Pour une fois, je trouve un historien qui dit que finalement... C'est de la démagogie presque. Voilà, c'est pour pas répondre à la question. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'Uchronie, l'histoire la what if history, comme on dit aux États-Unis ou en Angleterre, c'est-à-dire cette idée que trouver des pistes qui sont des pistes qui n'évoquent pas la réalité, c'est une manière de renouveler les outils d'histoire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, moi j'ai bien compris. Parce que l'histoire telle qu'on a pu la faire, y compris quand moi j'étais à l'école, c'est une histoire des faits. Et des faits, voilà. Des faits, de la chronologie, des dates qui évoluent. Mais en même temps, on se rend compte que cette histoire des faits n'est pas suffisante. Et que l'historien qui se contente d'aligner des dates, il est plus productif, il est plus efficace, il est plus entendu même. Il faut qu'il reconstitue. Il faut reconstituer, il faut interpréter, réinterpréter et même inventer.